Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mardi 18 décembre 2018 et hier, nous avons une clôture Wall Street plutôt négative. Le S&P qui a perdu près de 2%. Le S&P qui est notamment revenu à ses plus bas de 14 mois, plus bas depuis octobre 2017 sur fond de crainte d'un ralentissement de l'économie mondiale qui finalement se confirme de plus en plus. Et on a donc le rendement du 10 ans US et bien qui est un plus bas d'une semaine, comme vous le savez, l'obligation qui est un actif refuge, dès qu'il est payé, et bien son rendement diminue. Voilà, c'est le rendement agit de façon opposée au prix du coupon. Donc ce rendement à un plus bas d'une semaine, ce qui contribue à aplatir la courbe des taux, comme vous savez, qui est extrêmement surveillée. Actuellement, elle est de 16 points de base, le rendement entre le 10 ans et le 2 ans américain. Donc voilà, globalement, ce qu'on a connu la semaine dernière. Alors sans plus attendre, nous allons commencer par l'avertissement égal sur le risque. Le trading avec effet levier, on fit toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte son capital. IG fournissement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'écrire les informations du marché dans mes slides, mais voilà, pour ceux que ça intéresse particulièrement, l'article sera disponible sur le site avec tout mon commentaire et toutes les news dès la fin du webinaire. Voilà, j'ai vraiment pas eu le temps ce matin, donc voilà, veuillez m'excuser. On va directement passer aux statistiques. Donc ce matin, on a le DXY, enfin hier, pardon, le DXY qui a perdu 0,26%, les marchés américains qui ont reculé, donc surtout les techs, comme on peut le voir, moins 2,22%. Ce matin, donc nous avons le 10 ans US qui a perdu 5 points de base par rapport au même moment de la journée précédente. Le yen qui gagne 0,04%, donc pas grand-chose. Le gold qui est à l'équilibre. Le nickel, le MSCI qui eh bien sont dans le rouge. Donc on a clairement de l'aversion pour le risque ce mardi matin qui se propage depuis finalement les marchés américains. On a l'enquête IFO à 10 heures heure française qui sera le catalyseur vraiment de la journée, si je puis dire, avant bien évidemment les pardon les fameuses décisions des taux et les nouvelles projections en termes de taux de la Fed pour 2019. Ça sera donc mercredi soir. On a eu, comme vous pouvez le constater, les prévisions d'activité économique de la banque ANZ qui ont été publiées vraiment plutôt très très bon, 13,6 points contre 16,6 précédemment, ce qui permet au NZD de surperformer ce matin. Vous voyez, le NZD prend 0,86%. Alors, on va faire un point sur le Forex juste après les indices. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Brice. J'espère que vous allez bien. Raymond, que je salue également. Loïc, de même. Bonjour à vous. Voilà. Bien le bonjour. Donc, on passe tout de suite à l'état des marchés. Alors, les matières premières qui ont reculé hier. Pour rappel, hier, pardon, je reviens sur le calendrier économique. Mais donc, hier, nous avons eu l'indice manufacturier pardon. Alors, ça doit être en faible. Voilà. Donc l'indice de l'empire de l'activité manufacturière de la Fed, de l'Empire State, pardon, de la Fed, a été publié à 10,9, donc c'est vraiment ce chiffre qui aurait voilà, plombé la confiance des investisseurs dès l'ouverture de Wall Street hier à 14h30. C'est pour ça qu'on a connu une séance négative et ce ralentissement, finalement, cette baisse de cet indice sous-entend un ralentissement de l'activité manufacturière qui, je vous rappelle, vendredi, on a eu l'indice manufacturier de la Fed, l'indice PMI pardon de Market. Et rappelez-vous, l'indice PMI de Market du mois de décembre, c'était l'indice flash, était sorti à 53,9 contre 55,3 précédemment et contre 55 d'estimation. Donc peut-être que l'estimation finale, la deuxième estimation, vu qu'on a eu voilà, cet indice de l'Empire State de la Fed, l'indice manufacturier qui est ressorti vraiment extrêmement bas, eh bien l'estimation finalement finale des PMI manufacturiers des États-Unis, eh bien pourrait être revue à la baisse. Donc voilà, plutôt un comment dire un aspect négatif sur Wall Street, sur les États-Unis qui semblait plutôt voilà isolé. On a bien un ralentissement
plutôt confirmée de l'économie en Chine, de l'économie en zone euro. Aux États-Unis, ça, voilà, il y avait encore une certaine croissance grâce notamment à la politique fiscale qu'a mise en place Donald Trump. Mais là, on voit clairement que l'activité manufacturière ralentit de plus en plus et ce qui fait donc du coup voilà, de plus en plus pression sur les marchés puisque finalement on constate, en tout cas c'est le sentiment que les investisseurs ont, que l'économie ralentit dans toutes les régions du monde. Voilà, donc les cours de pétrole n'ont pas résisté, hein. Vous savez que les cours de pétrole, c'est l'offre et la demande. La demande, c'est la croissance mondiale. Plus on a une croissance mondiale élevée et plus on a de demande des cours de pétrole. Et à l'inverse, si on a un ralentissement, eh bien c'est mauvais pour la demande de pétrole, qui est donc revue à la baisse. Et c'est pour ça que hier on a eu une baisse des cours et même le brut, hein, WTI, le baril américain, qui est repassé sous le seuil des 50 dollars. Donc vous voyez bien qu'il ne faut pas anticiper un breakout. Pour le moment, on n'en a pas eu, puisque vous pouvez constater que le prix de clôture d'hier finalement n'a pas été plus bas que la mèche du 29 janvier. Donc voilà, patience. Si on a une clôture, par exemple ce soir, en dessous des 50 dollars, ça serait un signal baissier en direction des 45 puis 42. Voilà, donc je passe sur les indices rapidement. Les indices, donc l'Eurostoxx, journée de baisse qu'on a connue hier, l'Eurostoxx 50 qui revient tester cette oblique haussière de long terme, hein, qui vient ni plus ni moins chercher le plus bas de 2011 et de 2016. Voilà, donc ça va être qui tout double sur cette oblique. Ça va beaucoup dépendre, je pense, de l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50 qui a connu une séance négative hier. Vous pouvez voir qu'on a rebondi, on est venu chercher les 2530 avant de rebondir. 2530, c'est, comme vous le savez, le support, voilà, la zone à 2550, 2530, c'est le support à ne pas dépasser. Si on passe en dessous de ce support, honnêtement, c'est stratégie, baissière jusqu'à cette oblique baissière, puis potentiellement les 2200 points. Donc, ce support à 2550, 2530, on peut espérer que des acheteurs se manifestent à ce niveau de prix. Et voilà, ça va être qui tout double à ce niveau. Soit on a des acheteurs qui permettent un rebond jusqu'à 2700, puis pourquoi pas 2821, voire même plus haut, ou soit on passe en dessous et dans ce cas-là, la perspective technique, hein, serait extrêmement négative pour le S&P 500 et pour tous les marchés actions, voilà, d'un point de vue mondial. Donc voilà, vraiment tout se joue sur cette zone de support, tout se joue pour du moyen terme. Je dis bien. Voilà, pour mettre en contexte un petit peu, regardez sur de l'hebdo. En hebdo, vous voyez, d'un point de vue des vagues d'Elliott, on est en fin de cycle, hein. Nous sommes en fin de cycle et si on a un breakout de cette vague 4, tout mènerait à croire qu'on pourrait revenir à la vague 1, au top de la vague 1. Ce qui veut dire autour à 2202 points. Donc voilà, là actuellement on est sur un niveau très très important. Vous voyez qu'on est au niveau des 38% de retracement de Fibonacci à 2500 points. Enfin, on y est proche. Donc voilà, on teste une zone de support extrêmement important. Donc wait and see pour le S&P 500. Je garde mon opinion de la veille, c'est-à-dire que d'un point de vue ratio risque rendement, tant qu'on n'enfonce pas ce niveau de support, je pense que le ratio est davantage en faveur d'un rebond. Parce que vous voyez, en termes de risque, l'invalidation de la stratégie, c'est si on passe en dessous des 2530. Donc ça fait quoi? Ça fait trentaine de points de risque. Vous voyez, quarantaine de points de risque pour aller chercher 150, voire même 250 gains potentiels. Donc voilà, est-ce que le risque en vaut la chandelle? C'est à vous d'en juger, mais en tout cas, on a un ratio risque rendement plutôt positif sur ce niveau de prix si on anticipe un rebond. Voilà. En 4 heures, qu'est-ce que nous avons? En 4 heures, on n'a pas de signaux qui viendraient nous justifier un rebond. Donc voilà. En tout cas, pour ceux qui se posent la question, est-ce que on a des signaux de la part de notre ami le VIX? La réponse est non. Aucun signal du VIX qui a été donné, hier ou même récemment. Donc voilà, il va falloir rester plutôt patient. Voilà, donc je vais vous faire voir, le VIX. Le VIX, vous pouvez voir qu'il est revenu tester les 26.
On voit bien qu'on a une résistance, on voit qu'on a un VIX quand même qui consolide entre 16 et 26 points. Et si on vient mettre un indicateur comme le Disparity Index à 10 séances, on voit qu'on a un Disparity à 11. Donc voilà, comme vous le savez, on attend le croisement à la baisse de 10. Donc c'est uniquement lorsqu'on aura le croisement à la baisse de 10 qu'on aura un signal d'achat pour le S&P 500. Pour cette stratégie, bien évidemment, c'est possible d'acheter le S&P sans qu'on ait ce signal. Là, c'est vraiment une stratégie de trading, comme vous le savez. Donc le VIX, son disparity index, s'il passe sous 10, vous voyez, si là il est au-dessus, s'il passe en dessous et qu'il clôture en dessous, ça sera un signal baissier, un signal haussier, pardon, pour les marchés actions. Voilà, donc peut-être aujourd'hui, peut-être demain, voilà, à voir. En tout cas, hier, ce qui est sûr, c'est qu'on clôture au-dessus de 10% d'écart relatif entre le VIX et sa moyenne mobile à 10 séances. Voilà, donc S&P, c'est peut-être le moment d'acheter. En tout cas, le VIX ne nous donne pas encore le signal d'achat, mais pour ceux qui justifient un achat parce qu'on est d'un point de vue ratio score rendement à un prix intéressant, pourquoi pas. Pareil, Nasdaq, il est revenu à ses plus bas, regardez. Nasdaq est revenu à ses plus bas, il les a même enfoncés pendant quelques instants, mais il a réussi à clôturer au-dessus. Mais on est quand même proche des plus bas, et d'ailleurs si on trace, alors peut-être que nous pouvons tracer une oblique. Alors une oblique baissière en 4 heures. Regardez comment l'analyse technique a été assez impressionnante ici. Au pips près, on a eu le repli. Et donc là, nous allons ni plus ni moins que tracer la parallèle. Voilà, ce qui nous donne un canal baissier. Voilà, donc le support majeur du Nasdaq, c'est ses plus bas envoyés à 6300 points à peu près, 6300, 6200, 6300 pardon, 6150, c'est la zone de support majeure à ne pas dépasser pour garder une perspective haussière de moyen terme. Maintenant, comme vous savez, le S&P c'est le maître, et si on a le S&P qui fait un breakout, il y a de fortes chances que le Nasdaq soit entraîné également à la baisse. Alors Dow Jones, même topo, donc on a, vous voyez, une oblique, et on peut peut-être tracer un canal. Vous voyez, on peut tracer un canal en ne disant ni plus ni moins que la parallèle, et voilà, ça nous donne eh bien des niveaux de support et de résistance. Donc Dow Jones, pareil, d'un point de vue ratio score rendement, on a un niveau de prix assez attractif puisque vous voyez, on est de retour au plus bas d'avril, comme le S&P 500, et donc, enfin le S&P 500 qui les a même enfoncés, il me semble. Regardons. Voilà, le S&P 500 qui avait même enfoncé pendant quelques instants. Il a réussi à clôturer au-dessus, mais il les a enfoncés. Donc vous voyez, allez, c'est les plus bas d'avril, on est dedans. Alors que le Dow Jones est légèrement au-dessus. Mais bon, ça reste quand même un niveau de support majeur. Et il faut savoir que le plus bas d'avril sur le Dow Jones correspond également au plus bas de février, ce qui n'est pas le cas pour le S&P. Le plus bas de février est un petit peu plus bas et il est à 2530. Donc Dow Jones, on n'a pas une zone de support. On n'a qu'un support, il est à 23 350 points. Si on passe en dessous, c'est baissier sur du moyen terme pour le Dow Jones, pour le S&P, pour le Nasdaq. Philippe, alors bonjour à vous Philippe, j'espère que vous allez bien. Louis, que je sais également, Hubert de même, voilà, que d'habitude, ça fait plaisir de vous retrouver. Donc Philippe qui me demande dans quelle mesure pour elle peut faire rebondir les indices. Alors tout simplement si on a un ton plutôt dovish. Et si on a des projections du FOMC qui sont revues à la baisse en termes de taux l'année prochaine. Parce que si on a une politique monétaire qui est moins dure, ça veut dire une liquidité qui va rester, qui va diminuer de façon moins importante, ce qui est un facteur de soutien pour les marchés actions. Le fait qu'on aurait une liquidité plus importante finalement l'année prochaine. Est-ce qu'on peut revenir sur le niveau de sa dernière intervention ou c'est impossible? Joue-t-il son mandat par rapport à Trump? Alors non, la Fed est une institution indépendante. Le président nomme le directeur de la Fed qu'une seule fois à la fin du mandat du président de la Fed. Or là, le
Powell. Il me semble que le mandat, donc c'est 4 années. Donc là, de toute façon, Trump ne peut rien faire hein, enfin, ne peut pas limoger Jérôme Powell. Donc Jérôme Powell est la tête de la Fed. Il me semble qu'il y a que le Congrès américain qui a le pouvoir de cette décision. Voilà, faudrait s'entraîner, mais la question ne se pose pas. En tout cas, pour le moment, ne se pose pas par les investisseurs. Il n'y a pas de risque que Powell soit voilà, destitué, si je puis dire. Mais donc voilà, ce qui serait un facteur de soutien pour le marché action, c'est si finalement le rythme des taux de la Fed soit revu à la baisse par le FOMC demain, et également si on a un ton plutôt prudent de Jérôme Powell. Sommes-nous dans le rallye de fin d'année? Alors comme vous pouvez constater, non, nous ne sommes pas dans le rallye de fin d'année. À mon avis, le rallye de fin d'année, nous ne le verrons pas, puisque vous savez que ceux qui font le rallye, ceux qui font les tendances sur les marchés actions, c'est les pensions, c'est les fonds de pension, voire les hedge funds. Or, les fonds de pension ou les hedge funds arrivent en période, voilà, ne vont plus être présents sur les marchés pour cette fin d'année. C'est la dernière semaine où ils sont présents. Ça m'étonnerait qu'ils rentrent à ce moment-là long sur les marchés actions. Voilà. Maintenant, peut-être que je me trompe. Peut-être que Powell va infirmer ce que j'anticipe, mais voilà, c'est vraiment les fonds de pension. Faut comprendre que c'est eux qui font les tendances. C'est eux qui ont les volumes. Hein. Et, est-ce qu'ils vont rentrer à l'achat avant les périodes de fin d'année, enfin les périodes de fête? Je ne sais pas. Voilà, donc au niveau des marchés actions, on teste des supports, c'est ce qu'il faut comprendre, des supports majeurs. Vraiment là, c'est sur le S&P surtout, c'est qui tout double, hein, les 2500, 2550, enfin pardon, 2530, 2550. Si on passe sous ce support, dans ce cas-là, S&P potentiel, retour déjà à 2200 potentiellement, ce serait le premier objectif baissier de long terme. Et le DAX, ça renforcerait la perspective baissière. Voilà, faisons un point d'ailleurs sur le DAX. Le DAX, bon, qui confirme sa baisse, comme vous pouvez voir, voilà, il est clairement passé sous l'oblique support, hein, ça ne fait plus aucun doute, on n'a pas réintégré cet oblique, donc ça y est, le breakout est de loin confirmé depuis maintenant pas mal de temps, on repart à la baisse, c'est possible qu'on revienne chercher les plus bas. Alors il n'y a pas de stratégie vendeuse, j'ai pas de stratégie de vendeuse à vous donner ce matin, je vais pas vous dire de shorter le DAX jusqu'au plus bas, mais ça me semble possible qu'on revienne vers ce niveau de prix. En tout cas, voilà, le VIX, comme vous savez, s'il donne un signal d'achat à la clôture des marchés américains ce soir, il sera possible de payer le S&P demain, mais également le DAX. Puisque le signal du VIX est également un signal d'achat pour les autres indices. Maintenant, c'est des signaux pour du court terme. Hein. C'est pas du tout des signaux qui vont être possibles, en tout cas dans des environnements de marché comme ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas vraiment des signaux qui vont nous permettre de rentrer à l'achat sur du moyen ou long terme. C'est vraiment des signaux de swing. Philippe qui me dit c'est la plus grosse erreur de Trump jusqu'à là avec la COP 21. Alors, faut savoir que Trump, hein, aux yeux des investisseurs, c'était quand même considéré comme le parfum, comme le remplaçant idéal à Janet Yellen. Donc voilà. Si on juge que Janet Yellen a fait du mauvais travail, dans ce cas-là, c'est cohérent de dire que Jérôme Powell fait du mauvais travail également. Maintenant, si on estime que Jérôme Powell a fait du bon travail à la Fed, eh bien, il faut savoir que il y a de très très fortes chances que Janet Yellen aurait réagi de la même façon que Jérôme Powell. Puisque Jérôme Powell, c'est clairement je dirais pas parfait, mais le membre du FOMC qui avait la politique, l'opinion la plus proche de Janet Yellen. Louis, si on dit DAX, les 10 000, si ça casse, exactement, Louis, c'est tout à fait ça. Si le S&P passe sous les 2530 points, alors pas une seule séance, hein, je parle bien de voilà 2-3 chandeliers journaliers. Voilà, si on a une confirmation du breakout des 2530 sur le S&P, le DAX, voilà, ça renforcera encore plus la conviction des vendeurs jusqu'à 10 000 points, qui, je rappelle, est l'objectif baissier d'une épaule
tête-épaule. Voilà, donc en intraday, marché action, je pense qu'on va avoir plutôt la version pour risque. On le voit à Wall Street, on le voit en Asie cette nuit. Je vois pas pourquoi on aurait un rebond des marchés actions aujourd'hui, ce matin. Il n'y a pas vraiment de catalyseur. Donc voilà, prudence. Hein, le marché va rester assez prudent avant la Fed. Hein. La Fed, ça va être le catalyseur majeur pour cette fin d'année. Finalement, c'est le dernier des catalyseurs. Au niveau du Forex, donc le DXY, on l'a dit en début du webinaire, a reculé hier, et d'ailleurs vous pouvez voir du coup en journalier qui réintègre son triangle. Donc voilà, ça montre bien que finalement le breakout qu'on avait connu vendredi, eh bien il n'était pas non plus voilà très comment dire, inspirant, si je puis dire. Et donc voilà, l'euro-dollar réintègre lui aussi son triangle symétrique. Donc on retourne finalement, on revient dans la configuration qu'on a connue depuis des semaines maintenant. Et voilà, c'est neutre sur l'euro-dollar. J'ai pas d'autre mot à dire. Alors ça c'est en swing. Maintenant, voilà, en 4 heures peut-être qu'il y a des choses à faire. Là, vous voyez, il y a potentiellement une hausse jusqu'au R1 hebdomadaire qui me semble possible. Donc voilà, 1,14 et quelques. Ça me semble clairement possible tant qu'on est dans ce triangle. Maintenant, je n'anticiperai aucune cassure. C'est-à-dire que je n'anticiperai pas de cassure à la hausse ni de cassure à la baisse. Le JBP rebondit également. Il revient finalement à son ancien plus bas. Donc on a un deuxième pullback. Donc là, ça va être qui tout double. Parce que finalement, ce deuxième pullback permet de former un triangle ascendant. Donc, soit on passe au-dessus de la résistance, et dans ce cas-là, invalidation des stratégies vendeuses et objectif haussier de la livre sterling, enfin objectif haussier, pardon, je ne m'exprimerai pas à la hausse puisque vous le savez, moi le JBP il me semble beaucoup trop incertain ces moments-là, en ces périodes, mais voilà, techniquement, si on passe au-dessus de cette résistance, on techniquement, encore une fois, on pourrait avoir un objectif haussier jusqu'à à peu près, voilà, jusqu'à à peu près le R2 hebdomadaire, c'est-à-dire 1,29. Voilà, ça serait un objectif possible. Maintenant, est-ce que ce sera raisonnable de passer à l'achat, d'acheter la livre sterling dans ce contexte? Ça sera à vous d'en juger. Moi, personnellement, je trouve le GBP beaucoup trop volatile. C'est pour ça que je l'évite. Au niveau de l'USD yen, alors le yen qui gagne du terrain, regardez le yen, yen VIX, forcément ça a une corrélation. Donc le yen qui continue à rebondir, et regardez le RSI c'est haussier. Peut-être qu'en hebdo on a un signal, en hebdo on n'a pas de signe, non, on n'a aucun signal. Mais en tout cas voilà, le yen, faut voir que depuis le mois de mars, on est globalement dans un range. Donc, quand on est en bas du range, la perspective est plutôt haussière jusqu'en haut et vice versa. Donc là, plutôt une perspective haussière sur le yen, ce qui est cohérent en raison de la baisse des marchés actions, en raison de la hausse du VIX et en raison de la hausse du franc suisse ces dernières séances. Donc, l'USD yen forcément repart en baisse et voilà, je vous rappelle que moi j'ai plutôt une perspective baissière sur l'USD yen. Tant qu'on est sous cette oblique, voilà, c'est vraiment la frontière entre les stratégies vendeuses de moyen terme et les stratégies longues. Si on passe au-dessus de cette oblique en noir, il faudra invalider les stratégies short USD yen. Les perspectives, alors à très court terme, c'est de revenir au récent plus bas vers les 112,20, mais ensuite, concrètement, c'est qu'on a cherché les 110. Ça me semble clairement possible. Au niveau de l'USD CAD, alors l'USD CAD, pas grand chose à dire, comme vous le constatez. Voilà, on a toujours une divergence haussière qui se forme. Maintenant, en termes de prix, le prix est toujours globalement orienté à la hausse. Donc pour le moment, wait and see pour l'USD CAD. Peut-être que ce sera la borne haute de ce canal haussier de long terme qui va provoquer la baisse, ou peut-être pas. Voilà. Le mieux, c'est d'attendre vraiment un signal convaincant sur le prix de l'USD CAD avant de passer à l'achat ou à la vente. La USD, alors hier, on a réussi à se maintenir au-dessus du support d'invalidation 0,6665, support d'invalidation de stratégie acheteuse, comme vous le savez. Donc la perspective est toujours haussière tant qu'on se situe au-dessus de ce support, tant que le cours n'a pas clôturé une séance en dessous, enfin une journée plutôt en dessous de ce support. La perspective est haussière dans un premier temps jusqu'au récent sommet.
donc récent sommet, vous voyez, c'est ici, et ensuite jusqu'à 0,75 à peu près. NZD, alors on a un puissant rebond sur la NZD, ce que je n'anticipais pas du tout. Je pense que voilà, ceux qui sont à la vente sur la NZD, sur le NZD USD, pour le moment, euh, je pense que c'est le moment d'être prudent. Alors pas d'invalider la stratégie parce que voilà, on a toujours une divergence. Donc voilà, rien n'est joué. L'invalidation, c'est si l'USD, le NZD-USD repasse, reclôture au-dessus de sa bande supérieure de Kettner. Dans ce cas-là, il faudra invalider la stratégie. Mais pour le moment, je reste quand même avec une perspective plutôt négative sur le NZD. Regardons un petit peu ce que fait le NZD Index. Vous voyez, le NZD Index rebondit de façon vraiment très très importante, mais pourtant voilà, on n'a pas vraiment de signaux. Il n'a pas vraiment de signaux quelconques. Donc NZD, on va mettre à l'écart aujourd'hui. On va voir ce que va faire le NZD finalement en fin de séance. Si c'est un vrai rebond, si c'est un avalement haussier, et dans ce cas-là, on va pouvoir passer à l'achat. Ou soit on a finalement une baisse du NZD à partir enfin d'ici la fin de la journée. Et dans ce cas-là, ça invalidera ce chandelier qui est un avalement en l'état actuel, bien évidemment. Alors j'ai un important commentaire de la part de Philippe que je vais lire tout de suite. Alors, il ne s'est rien passé dans la vie réelle pour justifier un bear market en un mois, juste à l'arrivée de Powell qui a en fait la même politique que Trump en faisant diversion sur les indicateurs économiques pour justifier une incompétence totale de la Fed comme l'a fait la BCE semaine dernière avec Draghi. La seule justification serait d'avoir fait baisser volontairement les indices pour les racheter à un meilleur prix. Je pense que c'est cela qui se passe et que c'est la grande manipulation de cours dans ce cas. Qu'en pensez-vous? Alors, pour répondre à votre question, moi je pense que c'est normal qu'on ait une baisse des marchés. Il faut savoir que ce qu'ont fait les banques centrales depuis la crise financière, c'est quoi? C'est ajout la liquidité, des politiques monétaires non conventionnelles, des QE vraiment de partout. Donc il y a eu vraiment en fait les QE, ça a fait des bulles, ça a créé des bulles partout. Vraiment sur tous les marchés et donc finalement le fait que la Fed qui est la plus grande banque centrale au monde qui est la banque centrale avec le bilan le plus important suivi par la BCE, et bien finalement, alors non, pardon, c'est la BCE qui dorénavant a le bilan le plus important. Mais bon, la Fed c'est la deuxième. Et voilà, le fait que la Fed remonte ses taux, on a des conditions de crédit qui se durcissent. D'en plus, faut savoir que aux États-Unis, les crédits sont beaucoup à taux variable et non pas à taux fixe, comme plutôt ici en France où on a majoritairement des taux fixes. Donc, les taux variables qui sont influencés directement par la politique monétaire de la Fed, ce qui rend certains personnes endettées qui ont des dettes non solvables, plus les taux vont augmenter, plus le taux du crédit va augmenter, ce qui va diminuer les chances de remboursement. Donc déjà, on a des conditions de crédit qui se durcissent et qui remettent en cause potentiellement les remboursements. Ce qui indique moins d'investissement, mais également moins de consommation. Et enfin, on a moins de liquidité parce que la Fed diminue son bilan. Donc, la Fed qui avait des obligations d'État, des obligations corporate, eh bien les vend, ce qui fait encore plus pression sur le marché obligataire. Donc en fait, on a une bulle sur le marché obligataire, une bulle sur le marché action qui est en train de diminuer en raison du durcissement de la politique monétaire de la Fed. Donc, ce n'est pas anormal ce que nous avons actuellement sur les marchés. Alors oui, c'est assez violent. Personne, je pense, ne pouvait anticiper ce mouvement extrêmement baissier en l'espace de 2-3 mois sur les marchés actions. Mais quand on regarde, quand on constate ce qu'ont fait les banques centrales ces dernières années, en même temps, il faut bien que les bulles, que les prix reviennent finalement à leur prix réel, en fait, à leur juste prix. Et on voit les marchés actions qui sont surévalués selon différents indicateurs, selon l'indicateur PE, si on compare la captation boursière de Wall Street comparée au PIB américain, ce qui est un indicateur que surveille Warren Buffett. Voilà, il me semble que
la capitalisation du marché boursier américain, c'est 160% du PIB américain, ce qui est énorme. Voilà, Warren Buffett juge que au-dessus de 100% du PIB, le marché action est trop cher. Donc imaginez, on est à 160% aux États-Unis, c'est énorme. Donc voilà, et tout ça c'est dû en raison de ce qu'ont fait les banques centrales. Alors, ce qu'ont fait les banques centrales ces dernières années, gonfler énormément la liquidité pour booster la consommation, l'investissement, la croissance, faire baisser le taux de chômage, augmenter l'inflation. Mais du coup, on a des bulles qui se sont formées et il faut bien les dégonfler. Et c'est ce qu'on connaît actuellement. Voilà. Et donc, suite de la question, ont-ils le droit par rapport aux investisseurs particuliers qui ne peuvent pas tenir de telles baisses de faire cela? Alors oui, ils ont tous les droits. Vous savez, les banques centrales, personne vont. Alors, enfin, je ne vois pas ce que vous pouvez faire. Je ne vois pas du tout ce que vous pouvez faire. Hein. Les banques centrales, elles ont droit, c'est elles qui gèrent la monnaie. C'est eux qui ont la gestion totale des monnaies. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, c'est la BCE, c'est la Fed. C'est eux qui contrôlent le montant des monnaies, enfin de la monnaie hein, concrètement dans le monde. Hein. Enfin de l'euro et du dollar. Et puisque l'euro et le dollar, c'est deux plus grandes monnaies plus importantes, monnaies dans le monde, eh bien voilà, c'est ces deux banques centrales les plus importantes. Donc oui, ces banques centrales ont tous les droits. Voilà. Après, il n'y a pas eu que des inconvénients. Alors, ça a été peut-être, voilà, il y a des effets négatifs qu'on voit sur les marchés, mais voilà, en fait, c'est difficile de donner crédit ou aux bénéfices des politiques monétaires des banques centrales avec les QE. Maintenant, on peut estimer que ces politiques monétaires ultra accommodantes ont permis, alors certes, de créer des bulles, de vraiment, si je puis dire, arroser ce qui était sur les marchés boursiers, parce que si vous regardez la performance des marchés boursiers depuis 2009, eh bien la performance est énorme. Donc pour les investisseurs sur les marchés actions, et même finalement même sur le marché immobilier, hein, puisque ça a fait gonfler tous les prix. Hein. Les investisseurs on va dire, se sont régalés depuis le début des politiques monétaires ultra accommodantes. D'un point de vue vraiment économique, d'un point de vue du citoyen lambda européen ou américain, ça lui a probablement, ces politiques monétaires accommodantes lui ont probablement permis de consommer à un coût moins important puisque les taux de crédit, les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles, voire négatifs. Donc les crédits étaient extrêmement faibles et on peut juger que le taux de chômage actuel, alors à nous de juger s'il est bien ou pas bien, je pense que voilà les politiques monétaires accommodantes ont permis à stimuler l'économie. C'est en tout cas le but. Maintenant, est-ce que ça a été vraiment le cas? À chacun d'en juger, mais je pense personnellement que ces politiques monétaires ont contribué à stimuler les économies, donc notamment celles françaises, hein, et donc à faire baisser le taux de chômage. Et donc voilà. Maintenant, il y a peut-être eu des gagnants, des plus gros gagnants que d'autres. Et je pense que les plus gros gagnants dans ces politiques, alors peut-être hein, j'ai tort, hein, je n'ai pas de science infuse, mais c'est peut-être les investisseurs qui voilà ont vraiment eu des performances vraiment très très importantes puisque les banques centrales ont inondé, je rappelle, les marchés financiers. Alors pourquoi ne préviennent-ils pas les particuliers? Alors ils ne peuvent pas prévenir ils ne peuvent pas prévenir les particuliers. Hein. Il n'y a aucune façon. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin comment enfin pourquoi déjà? Pourquoi ils préviendraient les particuliers? Voilà. Oui, le chômage est en train de reculer en Europe, par exemple. Oui, il recule en Europe. Voilà. Maintenant, il n'est pas non plus, c'est pas le taux d'emploi. Enfin, on n'a pas un taux de chômage vraiment exceptionnel, mais bon, il se réduit, c'est une bonne chose. Bon, on va revenir au marché. Nous allons revenir donc au marché sur le forex. Donc, alors regardons un petit peu notre NZD4 que je vous avais proposé donc vendredi. NZD4, donc voilà, donc il y a eu un rebond. Hein, on voit qu'on a le NZD qui rebondit. Hein. On a eu notre signal baissier, je rappelle, vendredi, lors de la clôture.
sous la bande inférieure de Keltner et sur la moyenne mobile à 20 jours. Seuil d'invalidation, eh bien c'est voilà, hein, c'est si on inscrit un nouveau plus haut. Donc comme je l'ai dit hier, faut pas mettre un stop. Enfin en tout cas je déconseille quand vous mettez un stop de le mettre au pips près, au sommet ou au creux. Mettez-le un petit peu au-dessus du sommet ou un petit peu en dessous du creux. Voilà. Mais concrètement, stratégie invalidée, si on passe au-dessus des 0,92, voilà, 57, 0,92, 60. Voilà. Voilà. Donc invalidé si on passe au-dessus. Tant qu'on est en dessous, voilà, la stratégie reste vendeuse jusqu'à voilà 0,89, potentiellement 0,88. Voilà. On passe à l'or. Bon, l'or, hein, je sais même pas si ça vaut la peine de parler de l'or, puisque l'or ne fait absolument rien ces dernières séances. Alors, c'est ni plus ni moins que le miroir du DXY. Donc voilà, moi je suis neutre sur le DXY, ce qui veut dire que je suis neutre sur l'or pour le moment. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est que l'or revienne proche de ce canal, le bas de ce canal, pour le payer. Maintenant, est-ce qu'on va avoir ce retour? Voilà, nous verrons bien. Donc soit on attend le retour en bas de ce canal, soit de cette oblique. Voilà, à voir tout simplement. Pour moi, je pense que l'or, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. D'un point de vue technique, 4 heures, il n'y a pas de divergence. En une heure non plus, on n'a pas grand-chose hein, qui est inspirant. Vous voyez, on a une petite divergence, on a une MACD qui se croise. Donc peut-être qu'on va avoir un repli. À voir. En tout cas, si on a un repli, retour au pivot journalier. Mais bon, il n'y a pas non plus de scénario. J'ai pas non plus de scénario à vous proposer sur l'or. Voilà, et donc je pense qu'on a fait le tour hein, des marchés. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. Pétrole, alors pétrole, il n'y a rien à faire pour le moment. Alors certes, pétrole et le WTI est passé sous 50 dollars hier. On y est en dessous encore, mais regardez le Brent. Le Brent reste dans son range. Donc le Brent n'a pas confirmé le breakout. Donc il faudra attendre que le Brent passe en dessous des 57,75 pour valider le breakout baissier du WTI. Et si c'est le cas, alors le Brent sera possible concrètement de le shorter jusqu'à voilà, 55 dollars, puis 50. Donc voilà, écoutez, voilà mon opinion pour les marchés. Alors attendez, je vais faire juste un petit tour sur le franc. Le franc, comme vous pouvez le constater, qui continue sa baisse, hein, Et voilà, l'idée c'est qu'ils reviennent tendre vers un 12. Alors je ne sais pas si on va revenir tester les plus bas de l'année à un 12, mais on va s'y approcher très probablement. En tout cas, tant que le cours sur l'unité temps journalière est en dessous de la bande supérieure de Keltner, eh bien je resterai avec une perspective plutôt négative sur sur les cours de pétrole, sur l'euro franc, excusez-moi. Donc voilà. Donc bande de Keltner, c'est clairement la bande supérieure qui va faire office de d'invalidation, la stratégie, enfin de la perspective plutôt baissière. Voilà, j'ai pas de stratégie à vous proposer, mais voilà, je pense qu'on a des chances que l'euro CHF tende vers pardon, excusez-moi, tende vers les 1,12, puis commence à rebondir. Comme un peu ce qu'on a connu en septembre. Rappelez-vous, en septembre, on avait le franc suisse qui était venu tester les 1,12. 1,12 qui est un niveau important hein, pour l'euro franc. Pour ceux qui ne le connaissent pas, les 1,12, c'est ni plus ni moins que cette résistance, vous voyez. Résistance devenue support. Donc voilà, c'est un niveau assez important. C'était le sommet de 2016. Donc voilà, 1,12 c'est un niveau quand même particulièrement important. Et donc ça me semble possible qu'on revienne faire la même configuration. D'ailleurs, on le voit, regardez, on voit qu'on commence à avoir un rebond du RSI. Donc voilà, ce que j'aimerais voir, c'est une clôture au-dessus de la bande supérieure de Keltner, ce qui permettrait de passer à l'achat. Quel seuil à ne pas casser sur le Brent? Alors le Brent, comme j'ai dit, c'est vraiment 57,75 dollars. C'est le support. Si on passe en dessous, perspective baissière. Sinon, dans le cas contraire, on reste neutre pour le moment.
AUD-USD commence à se réveiller à la hausse. Oui, voilà, il commence à se réveiller, donc patience. Pour moi, la hausse entre guillemets de l'AUD, c'est uniquement à cause de la baisse du dollar. Hein. Si vous regardez sur les performances actuelles, on voit que le dollar sous-performe. Avant la Fed, attention, c'est avant la Fed, hein. Donc prudence. Voilà, je réponds aux dernières questions. Donc le Bitcoin, on me demande pourquoi le Nasdaq est si important pour les Américains. Parce que regardez un petit peu les plus grosses capitalisations boursières au monde, elles sont américaines et elles sont technologiques. Donc voilà, le Nasdaq, c'est un indice particulièrement suivi et particulièrement important. Ça revient même peut-être, voilà, remettre. Alors je dis pas que le S&P passe en second plan, mais le Nasdaq, en tout cas pour moi, c'est voilà, indiscutablement le deuxième indice le plus important au monde, après le S&P 500. Le Dow Jones, c'est vraiment un indice, on va dire, spéculatif qui ne représente plus grand-chose. Hein. Le Dow Jones, c'est Dow Jones Industrial Average, donc c'est pour normalement représenter l'industrie. On le voit, regardez un petit peu les composants dans le Dow Jones. Alors oui, on a Boeing, mais bon, est-ce que Apple, c'est l'industrie? Alors ça dépend ce qu'on appelle l'industrie, pas forcément l'industrie manufacturière, mais bon, est-ce que Apple c'est l'industrie alors que Apple n'est que finalement une société de développement, hein. Apple ne construit pas ses propres composants, elle sous-traite la plupart de ses composants. Voilà, donc regardez un petit peu les composants du Dow Jones. Dow Jones c'est plus vraiment, en plus c'est que 30 entreprises. Donc, est-ce que voilà, 30 entreprises représentent l'économie américaine? À vous d'en juger. Je pense que le Dow Jones c'est surtout vraiment un indice vraiment qui permet pour le coup de le trader. Voilà, il y a une liquidité extrêmement importante sur le Dow Jones, vraiment extrêmement importante. Donc, ce qui permet d'avoir des spreads extrêmement faibles chez la plupart des brokers et voilà, avoir des conditions de trading vraiment optimales. Hein. Vraiment, le Dow Jones et le DAX, voilà, c'est honnêtement d'un point de vue d'un point de vue conditions de trading, vraiment d'un point de vue conditions, c'est les deux meilleurs indices. Hein. C'est là où il y a le plus de liquidité, les spreads sont les plus faibles. Alors pour le Brent, je rappelle, donc le brut WTI a dépassé, a inscrit, vous voyez, a clôturé sous les $50, mais pas le Brent. Donc le Brent, on attend une confirmation. Et donc, ce que j'aimerais voir, c'est que le Brent passe, inscrive un nouveau plus bas, vous voyez, passe sous son plus bas du jeudi 29 novembre, c'est-à-dire sous 57,75. Si on a une clôture journalière sous 57,75, dans ce cas-là, on pourra vendre le Brent et le WTI. Donc le Brent, l'objectif sera un retour à 55, puis pourquoi pas $50. Voilà, et pour le Bitcoin, alors le Bitcoin qui a rebondi un peu hein, hier, j'ai écrit un article à ce sujet, pardon, voilà, hier, qui est disponible hein, sur DailyFX. Donc pour ceux, voilà, il est là. L'analyse technique Bitcoin sur le point de signaler un potentiel rebond. Donc vous voyez, c'était juste avant. On était à $3,355. Et voilà, petite analyse. Concrètement, c'est simplement le fait qu'on a une divergence importante. Regardez en journalier, quand même une divergence. Ce qui me suggère, voilà, je pense qu'un rebond, du coup, jusqu'à ce sommet à $4,400 me semble possible. Voilà. Donc pour ceux qui veulent le jouer, voilà, hein, en risque, c'est les récents plus bas, donc c'est environ $640 pour potentiellement 990 de gains. Voilà donc pour ce point de marché. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché et soyez prudents.